Donc bonjour, bonsoir. Donc je me présente, Olivier René. Bon, j'ai déjà fait une intervention sur Factuel 66 et donc je vais avoir le plaisir de, pour le tricentenaire de l'anniversaire de la franc-maçonnerie, de la création de la franc-maçonnerie, de faire un exposé en espérant que cet exposé va vous plaire. Et ça va me permettre aussi de présenter mon livre, mon dernier livre, donc Gustave Flaubert, La Sanction, qui est le tome 2 d'une étude en 5 volumes sur Gustave Flaubert. Donc la question que je me pose, parce que nous sommes tous confrontés évidemment avec la franc-maçonnerie à des secrets multiples et divers, à me poser cette question de savoir si ce tricentenaire de la franc-maçonnerie est réellement un anniversaire qui tient la route, ou sommes-nous encore une fois confrontés à quelque chose qui est faux. Alors ça, c'est un peu la question que je me suis posée, et c'est aussi le sujet de cette conférence. Donc, le faux tricentenaire de la franc-maçonnerie, donc le 24 juin 1717 au 24 juin 2017. Sommes-nous vraiment confrontés à un anniversaire qui correspond réellement à la création de la franc-maçonnerie? Ça, c'est la question que je me pose. Et pour répondre à cette question, eh bien, je vais vous présenter. Donc, nous avons ici deux tableaux qui vont nous questionner. Un tableau où nous avons Gustave Flaubert jeune et un monsieur, donc certainement une personne importante du début du 19e siècle, et on voit qu'il est habillé d'un cordon rouge et d'une croix templière juste à côté. Alors, cette croix templière et ce cordon rouge correspondent au 30e degré du rite écossais ancien et accepté, ou philosophique, là je ne pourrais pas vous dire exactement. Et nous avons à côté donc Gustave Flaubert, à l'âge de 10 ans, qui, lui, a ce cordon rouge. Bon, il est moins tracé que le monsieur à côté, mais il a toujours, et on a un peu, dans le contexte, des couleurs similaires. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour Gustave Flaubert alors qu'il avait 10 ans? Eh bien, en cherchant un peu, on va comprendre assez facilement le lien qu'il y a entre ce monsieur qui est 30e degré au rite écossais, associé à l'ordre du Temple, puisque vous voyez sur son habit, on a la croix templière, et à côté, Flaubert, qui a un habit un peu moins détaillé, mais qui correspond au bout du compte à la même chose. Et on s'aperçoit, en cherchant un peu, je me suis aperçu que Flaubert, à l'âge de 10 ans, a été initié Lawton. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Lawton? Eh bien, un Lawton, c'est un fils de franc-maçon, d'un haut gradé, qui va, de manière héréditaire, accéder à cette élévation du champ de conscience que son père a bénéficié. Déjà, à 10 ans, on lui transmet cette puissance maçonnique, et il va suivre un rituel précis, rituel que vous pourrez découvrir dans mon tome 2, Gustave Flaubert, La Sanction. Et cette transmission héréditaire est associée à l'ordre du Temple. Alors on va voir pourquoi tout à l'heure, mais il est clair que en 1821, en 1831, la notion d'hérédité maçonnique était vraie, puisque Flaubert a été à ce moment-là initié Lawton. La particularité de Gustave Flaubert, c'est qu'il était initié au rite écossais philosophique. On a les détails de cette initiation au rite écossais philosophique dans mon livre Gustave Flaubert, La Sanction. Cette initiation est associée aux Stuarts, à la royauté, à la monarchie. Et on va voir que cette particularité maçonnique, eh bien, elle n'est au-delà de 1717, elle est bien avant, et ça peut nous interroger à partir de là sur la véracité de cet anniversaire 1717, puisque la tradition du rite écossais philosophique, l'initiation en tant que Lawton,
sont des traditions qu'on va retrouver dans les ordres teutoniques, entre autres, l'ordre des Hospitaliers ou l'ordre du Temple à Saint-Jean de Jérusalem. Les enfants de chevaliers étaient eux-mêmes adoubés et avaient au niveau de l'armée des charges militaires qui étaient héréditaires. Et on va retrouver ça tout au long, même sous Louis XIV, sous Louis XV, sous Louis XVI, et en maçonnerie, qui était à cette époque une maçonnerie militaire, eh bien, on avait ce même phénomène. Et au bout du compte, on va comprendre assez rapidement que la franc-maçonnerie, eh bien, ce n'est pas 1717, c'est bien avant. Alors, les premières traces de la franc-maçonnerie. Donc, certaines personnes vont dire qu'il y a une différence entre deux maçonneries, la maçonnerie opérative et la maçonnerie spéculative. Eh bien, cette différence, eh bien, elle n'est pas évidente à définir. Et il me semble que, même si effectivement on peut dire qu'il y a quelques différences, elles se ressemblent quand même beaucoup. Donc, quelles sont les premières traces de la franc-maçonnerie? Alors, on a évidemment les statuts de Sceaux, statuts de Sceaux que je présente dans la vidéo que vous pouvez voir sur la chaîne Factuel 66. Et on a aussi eh bien, des traces associées aux croisades. Les premières traces de la franc-maçonnerie sont, allez, on peut le dire, associées aux ordres teutoniques, templiers, hospitaliers, qui se sont développés à l'époque des croisades. Donc en 1203, le pape Innocent III approuve le projet de Dominique de Guzman, futur Saint Dominique, sur la création des chevaliers porte-glaives. Donc, le noyau de départ sera constitué avec des éléments issus de l'ordre du Temple, mais aussi de l'ordre hospitalier. Alors, ces éléments, on va dire templiers, teutoniques, vont être présents tout au long de l'histoire de la franc-maçonnerie. Alors évidemment, on a cet épisode de 1307 avec l'arrestation de Jacques de Molay, qui va être un élément, on va dire, important dans l'évolution de la franc-maçonnerie. Cet événement ne donne pas fondamentalement un point de départ de la franc-maçonnerie, mais elle va nous montrer que cette franc-maçonnerie opérative était associée aux grandes familles royales, catholiques de l'Europe. Donc, on verra même tout à l'heure que eh bien, ceux qui vont soutenir l'Allemagne nazie, c'est un ordre, c'est l'ordre du Temple reconstitué, associé à la franc-maçonnerie allemande. Ce sont eux qui sont les vecteurs, moteurs du nazisme. Et c'est cette phrase qu'on retrouve sur le cordon des militaires allemands, Dieu est avec nous, eh bien, n'est pas fondamentalement, comme Michel Onfray nous l'a présenté, une phrase catholique, mais fondamentalement associée à l'ordre du Temple. On a aussi cette phrase qui est Dieu le veut, aussi, que les Templiers pratiquaient avant les batailles. Ils utilisaient cette phrase. Donc c'est l'origine de la franc-maçonnerie est associée à la constitution de l'ordre du Temple. C'est sûr. Donc on est bien au-delà de 1717. Alors avec cette exécution de Jacques de Molay, on a donc un développement de l'ordre du Temple en Angleterre, et en 1485, Henri VIII de Lancaster monte sur le trône d'Angleterre, et il devient maître d'honneur de la maçonnerie opérative. Voilà, donc vous voyez, 1485, ce n'est pas 1717, la création de la franc-maçonnerie. C'est déjà là depuis longtemps. On a aussi, en France, les premières implantations d'une loge maçonnique en 1603 avec Jacques VI d'Écosse, fils de Marie Stuart et d'Henri Stuart de Darnley,
Il devient roi de Grande-Bretagne sous le nom de Jacques Ier. Il aura dans les rangs de ces loges les maçons opératifs anglais William Sinclair of Roslin, qui lui succédera au moment où celui-ci, donc Jacques VI, montera sur le trône d'Écosse. En 1687, avant son départ pour la France en exil, Jacques II, fils de Charles II Stuart, rouvre l'ordre de Saint-André du Chardon. Saint-André du Chardon, c'est un ordre de chevalerie fondamentalement associé à la franc-maçonnerie, et on est en 1687, on n'est absolument pas du tout en 1717. Alors, on va me dire, on va poser cette question, mais alors quoi qu'est-ce qu'il faisait en franc-maçonnerie à cette époque, maçonnerie opérative, mais opérative quoi Alors, on retrouve cela, c'est pour ça que je vous ai présenté tout à l'heure le rite écossais philosophique auquel était initié Gustave Flaubert. La pratique utilisée et développée dans ces loges était la recherche et la fabrication de la pierre philosophale. Et d'ailleurs, en 1444, les lettres royales d'Henri VI d'Angleterre, assurant aux alchimistes anglais et des protections, créera un rite maçonnique opératif, dite de la maison des Redons. On voit déjà, même en 1444, le lien qu'il y a entre les alchimistes. L'alchimiste, on pourrait les comparer aux Illuminés, et cette franc-maçonnerie qui était là depuis, on l'a vu, pratiquement l'origine des croisades. Donc on va s'intéresser aux Stuart, donc cette royauté catholique. Charles II de Stuart décède, et c'est Jacques II de Stuart qui le succédera. Bon, il sera un peu bousculé, et ça, je donne les détails dans la vidéo précédente, que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Et il sera un peu bousculé, et il va implanter à ce moment-là, en France, la première loge maçonnique, dite jacobite, une maçonnerie catholique. Et cette loge sera établie au château de Saint-Germain-en-Laye. Donc 1688, on voit que cette histoire de la franc-maçonnerie, eh bien, elle ne date pas de 1717. Elle a déjà une longue histoire avant d'être arrivée. Donc l'anniversaire de la franc-maçonnerie, de la création de la franc-maçonnerie en 1717, et on peut se poser la question de savoir ce que ça signifie, en vérité. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ces loges de maçonniques, Mais on trouvait des hommes de science. C'était des médecins, beaucoup de médecins, puisque la franc-maçonnerie et la médecine est fondamentalement associée. Et on va trouver, comme je vous l'ai déjà démontré dans ma précédente conférence, Henri Corneille Agrippa, Nostradamus, Kepler, Tycho Brahe, John Dee, et bien d'autres encore, le père Kircher en Allemagne, et au XVIIIe siècle, eh bien, évidemment, il y aura Newton, qui fera partie de ces scientifiques qui étaient des alchimistes et protégés par les grandes familles royales en Europe. Alors, on peut se poser la question de savoir quel est le point de vue de la plus grande obédience française, donc le Grand Orient de France, quant à cet anniversaire. Donc, que nous dit le Grand Orient de France sur ce tricentenaire? Eh bien, voilà ce que dit le Grand Orient de France. La franc-maçonnerie est une pierre angulaire de l'histoire républicaine. Et pour commémorer ce tricentenaire de la naissance, de de la franc-maçonnerie, notre avocat, Emmanuel Pirat, donc un monsieur du Grand Orient de France, animera une conférence à l'invitation de Loge à Mâcon, en présence de Christophe Abbas, grand maître du Grand Orient de France. Donc pour le Grand Orient de France, il semblerait que 1717 soit fondamentalement
la naissance de la franc-maçonnerie. Alors, je ne pense pas que nous avons affaire à des imbéciles, mais d'après ce que je viens de vous dire, il semblerait que ce ne soit pas vraiment la naissance de la franc-maçonnerie. Même spéculative, on va voir que la création de la franc-maçonnerie spéculative, elle n'est pas à cette date, 1717. Alors là, je vous présente un peu la différence. Hein, donc, alors à quoi correspond cette date? Alors en 1717, hein, fondation à Londres, le 24 juin de Saint-Jean d'été, de la Grande Loge de Londres. Et oui, c'est la Grande Loge de Londres, qui deviendra plus tard la Grande Loge d'Angleterre, par 4 loges de maçons acceptés, issus de la maçonnerie protestante et orangiste. Alors, là, je vous présente 2 photos. Hein. Nous avons la version officielle du Grand Orient de France, qui nous parle d'une maçonnerie fondamentalement républicaine. Et au bout du compte, on s'aperçoit que 1717 ne correspond pas à la création de la franc-maçonnerie, mais elle correspond à la création de la Grande Loge d'Angleterre. Alors, vous avez aujourd'hui le responsable de la Grande Loge d'Angleterre, hein, le duc de Kent. Alors, le duc de Kent, je n'ai pas l'impression qu'il soit très républicain. Hein. On pourrait même dire qu'il fait partie de la famille royale d'Angleterre, qui est protestante, donc déiste. Cette maçonnerie est totalement inféodée à la monarchie anglaise. Et je ne pense pas qu'il faille leur parler d'Écossais. Je pense que les Écossais ne les apprécient pas trop. Et à côté, vous avez effectivement cette franc-maçonnerie républicaine avec des politiciens, un politicien, entre autres M. Bartolone, hein, et des gens qui sont effectivement très, 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 très républicains. Hein, on connaît un peu le fait que le Parti socialiste est une fédération, que le Grand Orient de France est une fédération du Parti socialiste. Et quand on regarde ces 2 photos, on s'aperçoit que ces francs-maçons républicains ne sont pas très monarchistes, ne sont pas non plus royalistes, monarchistes. Voilà. Donc, pourquoi le Grand Orient de France célèbre la fondation à Londres, le 24 juin, de la création de la franc-maçonnerie, puisque, a priori, le Grand Orient de France, nous verrons cela tout à l'heure, a des origines catholiques et absolument pas orangistes. Hein. Donc le seul point commun qu'il y a entre le Grand Orient de France et la Grande Loge d'Angleterre, c'est la monarchie. Hein. Mais à l'origine de cette organisation, on a fondamentalement une histoire qui n'a rien à voir avec la République. Alors, on va passer à la suite, et on va se dire qu'au bout du compte, le Grand Orient de France, qui met en avant des lois qui ne sont pas très associées à la République ou à la famille, ni même à l'humanité, hein, qui est plutôt dans la démarche de trafic d'influence, dans des combines, n'a plus rien à voir avec son origine, ses origines, qui sont associées fondamentalement, on l'a vu, hein, au catholicisme et au Stuart. Et si le Grand Orient de France a rejoint la démarche orangiste, eh bien, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Hein. Là, je me pose la question. Alors, de plus, la création du Grand Orient de France, ce n'est pas 1717, c'est 1773. Et elle est une émanation d'une maçonnerie orangiste, non pas du tout orangiste, mais fondamentalement une émanation de la démarche des Stuarts. Hein. Donc là, il y a encore un souci. Et alors, qui sont les piliers de la franc-maçonnerie française? Eh bien, c'est Anne-Sigismond de Montmorency-Luxembourg et le duc d'Orléans. Donc, ce ne sont pas, même s'ils ont trahi le roi, ce ne sont pas fondamentalement des individus très républicains à la base. Hein. Surtout à l'époque où, en 1773, Louis XV autorise la création du Grand Orient de France. Alors on voit effectivement que cette maçonnerie, à l'origine, est associée à la médecine, hein, que le fond des recherches, c'est
les découvertes et la fabrication de la pierre philosophale, et qu'à partir de là, s'il y a eu une démarche républicaine à la suite de ça, eh bien, ça signifie que il y a eu une mutation de cette franc-maçonnerie, et cette mutation ne date pas de 1717, puisque cette maçonnerie anglaise était fondamentalement monarchiste et religieuse. Alors, tout cela pour dire qu'il y a une ambiguïté sur cette maçonnerie française quant au fait qu'elle célèbre, au bout du compte, en 1717, la création, non pas de la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie date, on l'a vu, du XIVe siècle, hein, mais peut-être même avant. Donc il y a un paradoxe sur cet anniversaire. Et on peut se poser la question aussi de savoir quelles sont les relations entre le Grand Orient de France et la stricte observance templière, puisque l'ordre du Temple est, au bout du compte, on l'a vu avec ce franc-maçon du 30e degré, fondamentalement, dans les hauts grades, associé à l'ordre du Temple. Alors, quel est cet anniversaire de 1717 ? Ce n'est pas la création de la franc-maçonnerie, on l'a vu. Ce n'est pas non plus la création du Grand Orient de France, ni de la franc-maçonnerie française. C'est la création de la Grande Loge d'Angleterre. Voilà. Donc, à partir de là, on peut se poser la question, puisque la première implantation de l'ordre du Temple, elle est en 1735, à Paris, le 20 septembre 1735, à l'hôtel Debussy. Il y a une constitution d'une loge, la loge d'Aubigny, sous la présidence du duc de Richmond, ancien grand maître de la Grande Loge d'Angleterre, une maçonnerie protestante et orangiste. Donc on voit qu'il y a cette maçonnerie templière qui est en quelque sorte, on va dire, le bras armé de la franc-maçonnerie, en règle générale. Alors, comment le Grand Orient de France se positionne-t-il par rapport à cette organisation templière? Alors, 1730, installation du chapitre templier d'Unverden, en Haute-Lusace, selon certains, un 10 juillet. Elle serait la première manifestation de la stricte observance templière. Donc là, on voit qu'à travers cette stricte observance templière, les résurgences et la permanence de l'ordre du Temple a toujours été dans cette histoire. Donc on ne peut pas parler d'anniversaire et de création de la franc-maçonnerie sans parler d'ordre du Temple. Tout cela nous amène à cette conclusion que cet anniversaire du 17 juin 1717, eh bien, c'est l'anniversaire de la Grande Loge d'Angleterre, de 4 loges fondamentalement anglaises, que la maçonnerie, à l'origine, n'est pas anglaise. Il y a eu des maçonneries en Allemagne qui sont bien avant, qui ont été construites bien avant, que l'origine de cette franc-maçonnerie est fondamentalement associée aux organisations chevaleresques, et absolument pas à la République. Donc la franc-maçonnerie, de par ses singularités, n'est absolument pas ce que le commun imagine. Les mouvements actuels, tout particulièrement le Grand Orient de France, n'ont plus vraiment à voir avec la franc-maçonnerie, et sont en réalité des impostures intellectuelles. Les origines de cette mouvance sont en vérité chevaleresques, c'est ce que je vous ai dit, associées à l'ordre du Temple, à l'ordre des chevaliers du Chardon, de Saint-André d'Écosse, à l'ordre des chevaliers Porte-Glaive, à l'ordre des chanoines du Saint-Sépulcre, à différents mouvements teutoniques qui se sont reconstruits sous différentes sectes alchimiques, entre autres la Rose-Croix, la stricte observance templière. Donc, pour terminer cette petit exposé sur l'anniversaire de la franc-maçonnerie, on va s'interroger sur cette chronologie succincte que j'ai exposée et se dire qu'au bout du compte, l'anniversaire de la franc-maçonnerie est associé aux ordres teutoniques, à différentes mouvances chevaleresques,
et à l'origine au catholicisme, hein, puisque toutes ces mouvances se sont organisées, créées autour des croisades et sur la question de protéger les pèlerins qui allaient se recueillir sur le tombeau du Christ. Voilà, au bout du compte, l'origine de la franc-maçonnerie. Alors après, sur ces premières manifestations, on a vu que ce n'est pas 1717. On a vu que c'était sur des dates bien antérieures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer la fin de cette conférence? On peut dire que la franc-maçonnerie, de par ses singularités, la franc-maçonnerie n'est absolument pas ce que le commun imagine. Le mouvement actuel, tout particulièrement le Grand Orient de France, n'ont plus rien à voir avec la franc-maçonnerie et sont en réalité des impostures intellectuelles comme la chronologie, cette chronologie que je vous ai présentée, nous l'a montré. Les origines de cette mouvance sont en vérité chevaleresques et associées tout particulièrement à l'ordre du Temple. Le laïcisme qui est devenu, on va dire, fanatique, organisé par la franc-maçonnerie du Grand Orient de France, aujourd'hui, nie même ses origines qui sont fondamentalement chevaleresques. Voilà, bon, pour résumer, je vais terminer en présentant mon dernier livre, hein. Donc c'est Gustave Flaubert, La Sanction. Donc Gustave Flaubert, La Sanction, c'est une démonstration de la ruine de Gustave Flaubert, orchestrée par la franc-maçonnerie rouennaise du XIXe siècle. Et vous avez ici le DVD qui explique de manière détaillée le rite écossais philosophique qui est fondamentalement associé à cette maçonnerie stuartiste, catholique, issue des ordres teutoniques qui étaient à l'origine créés pour protéger les pèlerins qui allaient en pèlerinage sur le tombeau du Christ à Jérusalem. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée.